Chers auditeurs, bonjour, merci d'écouter VOA Afrique. C'est votre santé, votre avenir qui commence. Votre santé, votre avenir est le magazine d'information et d'éducation sur les questions de santé. Au micro, vous êtes avec Rosine Mounezero et Mohamedou Oumfa est avec moi dans ce studio pour la coprésentation. Bonjour Mohamedou. Bonjour Rosine, bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, nous parlons du jeûne du Ramadan et de certaines complications sanitaires qui peuvent en résulter. Professeur Christian Zeton. La principale chose que nous voyons, c'est des gens qui ont des ulcères d'estomac, qui vont faire des poussées ulcéreuses pendant le jeûne du Ramadan. Comment et quoi manger au moment de la rupture du jeûne pour maintenir une alimentation équilibrée? Nous aurons les réponses avec le docteur Binetou Sek. Il faut donc manger un seul plat dans lequel il y a des légumes et ensuite terminer son repas avec un ou deux fruits. C'est très important pour le transit intestinal qui a été très lent toute la journée. Toutes vos rubriques habituelles seront au rendez-vous. Le docteur Amangin Cap répondra une fois encore aux questions des auditeurs. Mais tout de suite, commençons par l'actualité. Coup d'œil sur l'actualité. Pour la présentation de l'actualité santé, nous accueillons dans ce studio Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Rosine. Alors commençons par le Mali où un projet de télémédecine est en cours de développement. Baptisé Téléder Mali, le programme pilote est conduit depuis 18 mois dans 10 centres de santé des régions de Koulikoro, Sikasso et Mopti dans le centre du pays. Le programme est financé par la fondation Pierre Fabre de la compagnie Fabre, deuxième groupe pharmaceutique privé français qui possède le deuxième laboratoire dermocosmétique mondial. Selon un communiqué de la fondation, 175 cas cliniques complexes ont été référencés et diagnostiqués à distance. Toujours selon la fondation, ce projet dermatologique a abouti à la formation de 20 médecins et infirmiers et a pour objectif d'ici à 2 ans de passer à 80 centres de santé secondaires et 160 agents de santé équipés, formés et opérationnels. Mais alors, Firmin, comment fonctionne concrètement cette télémédecine ? Rosine, grâce à l'application Bogou conçue par un informaticien malien, le spécialiste peut analyser via son téléphone portable ou son ordinateur les données envoyées par un médecin à partir d'un autre hôpital ou d'une autre ville. Grâce à une plateforme sécurisée par un mot de passe, le médecin qui reçoit les images peut les visionner et donner un avis. Selon le professeur Ousmane Faye, dermatologue malien, il y a triple gain. Le temps, l'argent et la formation continue des praticiens sur le terrain. Avec à peine un dermatologue pour 1 million d'habitants au Mali, où près de 30% de la population souffre de maladies de la peau, les besoins sont immenses. Ce projet est donc une aubaine pour ce pays. Poursuivons avec l'OMS qui vient de mettre à jour la liste de médicaments essentiels. Cette mise à jour comporte de nouvelles recommandations sur l'utilisation des antibiotiques. En effet, Rosine, il s'agit des recommandations concernant les antibiotiques à utiliser contre les infections courantes et ceux à préserver pour les situations les plus graves. Des médicaments contre le VIH, l'hépatite C, la tuberculose et la leucémie ont également été ajoutés. C'est donc un total de 433 médicaments qui sont jugés essentiels pour répondre aux besoins de santé publique les plus importants. Les experts de l'OMS ont regroupé les antibiotiques en 3 catégories. Les antibiotiques auxquels l'accès est indispensable, ceux à utiliser avec précaution et ceux à utiliser en dernier recours. Ils ont aussi formulé des recommandations sur les moments opportuns d'utilisation de chaque catégorie. Et de quels antibiotiques s'agit-il exactement? Les antibiotiques auxquels l'accès est indispensable sont ceux qui doivent être disponibles à tout moment pour traiter un large éventail d'infections courantes. Par exemple, l'amoxicilline, un antibiotique largement utilisé pour traiter des infections comme la pneumonie. Dans la catégorie des antibiotiques à utiliser avec précaution figurent les antibiotiques recommandés comme traitement de première ou de deuxième intention contre un nombre limité d'infections. Par exemple, la ciprofloxacine qui est utilisée pour traiter des infections urinaires comme la cystite. Dans la 3e catégorie à utiliser en dernier recours figurent des antibiotiques tels que la colistine. Ces médicaments ne doivent être utilisés que lorsque toutes les autres alternatives ont échoué. Vous suivez Votre santé, votre avenir sur VOA Afrique. Terminons ce tour de l'actualité en annonçant la journée internationale de lutte contre la drépanocytose qui sera célébrée le 19 juin prochain.
Effectivement, Rosine, comme chaque année depuis 2009, le 19 juin est l'occasion de parler de cette maladie génétique qui touche plus de 5 millions de personnes dans le monde. La drépanocytose est une maladie génétique de l'hémoglobine, une substance contenue dans les globules rouges qui sert à transporter l'oxygène à travers le corps. Les manifestations sont l'anémie qui se traduit par une fatigue excessive et une sensation de faiblesse, les crises douloureuses qui peuvent toucher différents organes et une moindre résistance à certaines infections. Pour le moment, il n'y a pas de traitement pouvant guérir les malades, mais ils peuvent être pris en charge moyennant un régime alimentaire sain, des médicaments contre la douleur pour ne citer que ces mesures. Mais la stratégie la plus efficace est le dépistage pour déterminer si un couple risque de donner naissance à des enfants malades de drépanocytose. Merci Firmin. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Le jeûne du Ramadan est l'un des rites les plus sacrés du monde musulman. Jeûner se traduit en particulier par l'interdiction de manger et de boire de l'aube au coucher du soleil, et ce, pendant un mois. Et c'est pourquoi, pour certains, jeûner peut provoquer ou accentuer des troubles digestifs. C'est particulièrement récurrent chez les personnes souffrant ou ayant souffert de l'ulcère d'estomac. C'est ce que nous a expliqué le professeur Christian Zeton. Il est hépato-gastro-entérologue à l'hôpital général de Douala et enseignant à l'université de la même ville. Et c'est justement depuis Douala, capitale économique du Cameroun, qu'il a répondu aux questions de Rosine Mounezero. Professeur Christian Zeton, vous êtes gastro-entérologue. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on doit comprendre par gastro-entérologie? Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, de quels organes du corps parle-t-on quand on parle de ce terme? Effectivement, la gastro-entérologie, et il vaut mieux dire hépato-gastro-entérologie, c'est une spécialité de la médecine qui s'occupe du foie, de l'estomac et de l'œsophage et tout le tube digestif. Dans la partie hépato, c'est le foie, et la partie gastro-entérologie, c'est l'œsophage, l'estomac, les intestins et jusqu'à l'anus, quoi. Voilà ce dont s'occupe la gastro-entérologie. Et puis il y a aussi le pancréas qu'il ne faut pas oublier, qui est un organe important en gastro-entérologie parce que le problème d'alcool et tout ça se répercute sur le pancréas. Voilà en gros la partie du corps dont s'occupe la gastro-entérologie. Et là-dedans, il faut savoir que les gastro-entérologues sont sous-spécialisés à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne s'occupent que du foie, ce sont donc des hépatologues. Il y en a qui ne s'occupent que de la partie anale et rectale, ce sont des proctologues. Il y a des pancréatologues qui s'occupent que du pancréas. Il y en a qui sont surtout des endoscopistes, donc ils font que des fibroscopies, etc. Voilà en gros comment on peut résumer la gastro-entérologie pour le public. Ce mois-ci est un mois de jeûne pour les musulmans, mais on sait qu'il arrive même que les personnes fidèles à d'autres dénominations religieuses fassent des périodes de jeûne. Quels sont les avantages du jeûne pour le corps humain? Et s'il existe des inconvénients, quels en sont-ils? On va tout de suite dire qu'il y a pas beaucoup d'avantages en dehors du fait qu'il peut y avoir des satisfactions spirituelles pour les croyants, en particulier pour les chrétiens et les musulmans. Mais dans les autres jeûnes, peut-être qu'on peut avoir le fait que ça va permettre de perdre quelques kilos, etc. Mais en dehors de ça, il y a surtout des inconvénients au niveau du jeûne. Alors, le principal inconvénient, et on voit ça très bien chez les malades pendant le jeûne du Ramadan, les malades, parce que c'est souvent des gens qui sont déjà malades et qui vont compliquer les choses pendant ce jeûne. La principale chose que nous voyons, c'est des gens qui sont ulcéreux, qui ont des ulcères d'estomac, on appelle le mal d'estomac pour simplifier pour votre public, c'est que ces malades ulcéreux, avec les périodes de jeûne qui sont sous-entendues dans le jeûne du Ramadan, vont réveiller leurs ulcères. Donc ils vont faire des poussées ulcéreuses pendant le jeûne du Ramadan. Et comme nous savons ça, souvent il faut mettre ces malades préventivement sous des antisécrétoires et ainsi ils vont passer leur jeûne sans avoir de problème. La deuxième complication qui est donc dans les inconvénients, c'est chez les diabétiques. Alors les diabétiques vont faire beaucoup d'hypoglycémie pendant les jeûnes prolongés parce qu'ils ne mangent pas, donc le taux de sucre dans le sang va baisser, en particulier s'ils sont sous traitement. Donc il va être nécessaire d'ajuster les traitements des diabétiques à l'entrée du jeûne du Ramadan et leur expliquer que quand ils ne mangent pas, il ne faut pas prendre les médicaments, sinon ils vont se mettre en hypoglycémie. Donc les médecins savent bien faire ça. Il faut penser à prévenir les diabétiques pour éviter les hypoglycémies qui peuvent être extrêmement dommageables pour
le cerveau. Alors, chez les hypertendus aussi, bien sûr, si le traitement de l'hypertension n'est pas bien replacé par rapport aux jeunes, ces malades risquent de faire des poussées hypertensives qui vont donner des conséquences graves à type d'accidents vasculaires cérébraux, etc. Donc, il faut chez le malade bien préciser que avant de rentrer dans le jeûne, par exemple ceux qui le matin mangent très tôt le matin, si le traitement est pris le matin, il faut qu'ils prennent leur traitement, ou le soir pour ceux qui prennent le traitement. Donc, ne pas oublier le traitement pendant le jeûne, sinon on s'expose à des poussées hypertensives qui peuvent être parfois graves. Voilà en gros ce qu'on peut retenir. Je pense que tout le monde sait que le jeûne peut faire maigrir, mais nous on a tendance à conseiller plus des régimes hypocaloriques parce que le jeûne total pour faire maigrir c'est peut-être un peu abusif. Et qu'en est-il des personnes qui sont par exemple sous traitement antirétroviraux, ceux qui sont porteurs du VIH-Sida? Peuvent-ils jeûner comme les autres? Alors, les porteurs du VIH-Sida, nous sommes en train de nous battre dans le monde pour qu'il ne s'agisse là que d'une maladie chronique. Donc, ces personnes-là sont à considérer comme des personnes normales si on considère que nous allons faire des efforts pour dépister et traiter comme on fait actuellement, et à ce moment-là, ces malades vont vivre normalement. Donc, si le traitement est bien équilibré, ils peuvent faire le jeûne normalement et il n'y aura aucun problème. Donc, insistons sur la nouvelle pratique qui est de dépister et traiter. On n'attend plus que de laisser des cas de baisse pour mettre les malades sous traitement. Et donc, en les traitant tôt, on va rendre leur vie pratiquement normale, comme si c'était une autre maladie chronique, et alors ils vont avoir une vie normale, et en particulier, moi je pense qu'ils peuvent jeûner sans aucun problème. Il faut qu'ils soient bien suivis, et puis réajuster le traitement, bien sûr, parce que comme il y a une période de jeûne, s'il doit prendre le traitement le matin, il faut bien préciser ça aux malades pour que le traitement reste bien suivi. Qu'en est-il des personnes qui utilisent leur force physique dans leur métier de tous les jours, comme des sportifs ou d'autres personnes? Alors ça, c'est des situations particulières. Ce sont des gens qui ont besoin d'un apport calorique, nutritionnel dans les aliments, et puis qui ont besoin d'une bonne hydratation, que ce soit le sportif ou le travailleur de force. Bon, le travailleur de force, ce sera plus l'alimentation, mais le sportif, je suis un spécialiste de médecine sportive, donc je peux très bien vous parler de ça. C'est des gens qui ont besoin d'être très hydratés, et bien sûr, en période de jeûne, c'est délicat, surtout pour les sportifs de haut niveau, de bien tenir leur rôle dans les compétitions. Donc, je pense qu'il vaut mieux tendre à éviter le sport de haut niveau pendant la période de jeûne parce qu'on risque de s'exposer à des hypoglycémies, des malaises, des coups de chaleur et tout ça parce qu'on n'est pas bien hydraté et puis on n'est pas bien alimenté. Donc, il va y avoir des fringales et tout ça, ça peut entraîner des malaises qui malheureusement peuvent aller très loin en cas de sport de haut niveau. Le travailleur de force, je pense que s'il s'alimente bien avant de commencer le jeûne le matin, il peut faire son travail, mais éviter les surcharges de travail dans certaines professions qui sont très sollicitantes par rapport à la force physique parce qu'on n'aura pas le carburant nutritionnel qu'il faut pour tenir. Donc je pense que les périodes de jeûne de Ramadan et que ce soit Ramadan ou chrétien, les travailleurs de force doivent se ménager un petit peu pour ne faire que des choses que leur apport nutritionnel pourra soutenir pendant la journée et de même que leur état d'hydratation. Ça c'est important, en particulier chez les sportifs, l'hydratation. Vous savez qu'on a démontré que l'hydratation permet d'éviter beaucoup de choses chez les sportifs, toutes ces tendinites, ces fatigues, ces baisses de rendement, etc. Et donc on insiste beaucoup sur la nutrition du sportif et sur l'hydratation. Que faire en cas de perturbations gastro-entérologiques? Y a-t-il des pratiques auxquelles il faut recourir pour alléger ou soigner la douleur? Alors, la plupart du temps, il s'agit de gens qui se sont intoxiqués alimentairement, qui ont ce qu'on appelle des gastro-entérites. Moi, je pense donc que les conseils doivent être beaucoup plus préventifs pour éviter cela. Notamment, il faut faire attention à la qualité de l'eau parce que c'est là qu'on a toutes les maladies diarrhéiques et les parasites. L'hygiène alimentaire, la qualité et la propreté des aliments, parce que ce que nous appelons le péril fécal, c'est-à-dire le fait que les aliments aient pu être contaminés par certaines bactéries, etc., va entraîner toutes les maladies dont on parle souvent, comme la typhoïde, le choléra et toutes ces gastro-entérites. Et puis, éviter des excès alimentaires, tout ça pour ne pas se surcharger. Vous savez que le cholestérol, les risques de gouttes, toutes ces maladies cardiovasculaires. Donc, c'est le volet préventif, bien entendu, ne pas oublier que l'alcool et le tabac
on anticipe le risque de douleur parce qu'on va créer des cirrhoses, des cancers, etc., qui sont en origine de douleur. Bon, ça, c'est beaucoup plus grave pour le pronostic vital de nos malades. Et puis, en dehors de ça, avant de revenir sur les petites recettes qu'on peut avoir, c'est qu'il faut penser à prévenir les hépatites. Je profite de votre antenne pour dire que c'est un problème important en Afrique subsaharienne. Et la prévention des hépatites passe obligatoirement par le dépistage, puisque beaucoup de gens qui font une hépatite virale ne le savent pas, et donc ça va silencieusement évoluer vers la cirrhose et le cancer. Donc pensez à se dépister, parce que ça, c'est encore des sources de problèmes de santé, notamment la douleur dont vous avez parlé, mais aussi d'autres choses, etc. Donc un malade qui a un peu mal au ventre, il y a des calmants qu'on peut avoir facilement, même en pharmacie. Tous les pansements, la plupart des malades connaissent ça, ils achètent et puis ça va. Quand il y a des diarrhées, on sait qu'il faut freiner, mais nous, on préfère que les malades qui ont des diarrhées prennent plutôt des épicissants, c'est-à-dire des poudres qui sont des pansements intestinaux qui vont essayer d'arrêter la diarrhée, parce que les gastro n'aiment pas trop freiner avec de l'opéramide, des médicaments qui freinent, comme on dit, et à ce moment-là, ça ira. Mais sinon, la plupart du temps, les douleurs, c'est des antispasmodiques, et puis ça passe. Et puis, pour les parasites, tous les gens savent qu'il faut se déparasiter en Afrique, parce que on ne peut pas être parfait dans la surveillance de la qualité de l'eau et de l'hygiène alimentaire. Donc, de temps en temps, penser à se déparasiter. Voilà les quelques recettes que je pouvais donner aux gens. Une dernière question, professeur Zeton. Qu'est-ce que la médecine préconise ou conseille pour se sentir à l'aise et éviter les problèmes gastro-entérologiques? Si on fait attention à l'eau qu'on boit et qu'on fait attention à la qualité des aliments, en particulier leur propreté, mais aussi des agencements alimentaires, par exemple, il ne faut pas manger beaucoup d'huile et toutes ces choses-là, et les excès de protéines, la viande et tout ça. Je crois que ces précautions vont mener à une bonne santé, et on insiste sur le fait que l'alcool et le tabac, c'est pas alimentaire, mais ça fait partie de la pratique quotidienne de nos populations, vont mettre à l'abri beaucoup de malades sur le plan gastro-entérologique, et je reviens sur la nécessité de lutter contre les hépatites virales, parce que ce sont des maladies, surtout l'hépatite B et l'hépatite C, qui vont mettre en jeu la vie de nos malades en termes de cirrhose et de cancer du foie. Donc je pense que si on respecte tout cela, ça va donner une bonne santé gastro-entérologique à nos populations. Nous remercions le professeur Christian Zeton qui nous répondait depuis Douala au Cameroun. Quelqu'un l'a vécu? Voici son témoignage. Pendant tout le mois du jeûne de Ramadan, les musulmans sont autorisés à manger après le coucher du soleil et pendant toute la nuit. Après une journée de privation, la tentation est souvent grande, surtout chez les adolescents, de manger en grande quantité et d'un seul coup. Cela est une très mauvaise habitude, selon le docteur Binetou Seck, diététicienne, nutritionniste et fondatrice de la clinique Nutridéal à Dakar, au Sénégal. Et nous a livré des conseils pratiques sur les bonnes habitudes pour manger équilibré pendant le mois du jeûne du Ramadan. Traditionnellement, quand on rompt le Ramadan, on prend les dattes. L'intérêt des dattes, c'est que c'est un fruit sucré, bien sûr, et c'est une qui contient une concentration de sucre puisque c'est un fruit séché. C'est aussi un fruit qui contient pas mal de potassium, et le potassium aide à la réhydratation de l'organisme après une longue journée de jeûne sec. Et à la fin d'une longue journée de jeûne, on a besoin d'une injection d'énergie, et quoi de mieux que du sucre des fruits. Donc tout de suite, ça revigore. Et ensuite, en plus des dattes, ou d'un autre fruit d'ailleurs, on doit se réhydrater et donc boire de l'eau. Et cette eau peut venir sous forme d'une boisson chaude, par exemple de café, d'un thé ou d'une tisane. L'essentiel, c'est que ce ne soit pas trop sucré. 1 à 2 sucres par tasse, ça suffit largement. Ou alors, au lieu de la boisson chaude, on peut boire tout simplement de l'eau, soit à température ambiante, soit un petit peu plus fraîche, mais pas trop fraîche, pas glacée, vaut mieux. Et puis, on déconseille de boire une grande quantité d'eau en même temps. On conseille de se réhydrater progressivement par demi-verre d'eau, jusqu'à boire à peu près 1 litre d'eau entre le moment où on rompt le jeûne et le moment où on va se coucher. Alors, rompre le jeûne avec les dattes ou les fruits séchés et de l'eau. Et après cela, faut-il manger suffisamment pour rattraper la longue journée de privation? Quel est votre avis à ce sujet? Ça, ce n'est vraiment pas recommandé parce qu'on se retrouve dans la soirée, dans une période, un intervalle très court, à manger extrêmement riche et à demander au corps justement de digérer tout ça dans une
un intervalle très court. Ce que nous recommandons nutritionnistes, c'est que de prendre après la rupture, de dîner tout simplement, c'est-à-dire le repas du soir qui est prévu, que ce soit nos plats africains, des plats internationaux, de manger un seul repas. Et ce repas, quel qu'il soit, que ce soit, encore une fois, un thieboudian, puisqu'on est au Sénégal, mais ça peut être une sauce feuille, ou du asséqué avec du poisson braisé et autre chose, quel que soit ce plat, il doit contenir des légumes, en plus des féculents et des protéines. Ces légumes peuvent se présenter sous la forme d'une salade, d'une soupe, ou simplement des légumes qui ont été cuits dans la sauce. Mais ces légumes-là, on devrait s'évertuer à manger autant de légumes dans le plat, que de féculents, que de protéines. Donc concrètement, si je mangeais un thieboudian, qui est le plat national sénégalais, ou qui est composé de riz rouge, de poisson et de beaucoup de légumes, dans mon assiette, je devrais manger autant de carottes, de choux, d'aubergines, de tous les légumes, que de riz rouge, que de poisson. Et ça s'applique à tous les plats africains ou internationaux qu'on peut manger. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut donc manger un seul plat dans lequel il y a des légumes et ensuite terminer ce repas avec un ou deux fruits. Et là aussi, c'est très important pour le transit intestinal qui a été très lent toute la journée. Le fait d'inclure des légumes dans ce qu'on mange et des fruits font que on évite la constipation pendant le mois du Ramadan. Donc vous dites qu'il faut systématiquement inclure les légumes pour éviter la constipation. Alors docteur, quels autres conseils pratiques pouvez-vous donner à nos auditeurs et à ceux qui jeûnent pour faciliter la digestion des aliments dans l'organisme? Il faut continuer à se réhydrater toute la soirée, comme je dis, par demi-verre d'eau, jusqu'à consommer au moins 1 litre d'eau avant d'aller se coucher, entre la rupture et le moment où on va se coucher. C'est une période où il faut éviter la surconsommation de jus de fruits, parce qu'on a tendance du coup à remplacer l'eau par les jus de fruits, ce qui n'est pas recommandé. Et on peut en boire, mais pas plus qu'en dehors du Ramadan. C'est une période également où on déconseille de manger plus gras que d'habitude, ou plus salé, ou plus sucré. Ce qu'on conseille justement, c'est de rester très sobre pendant le Ramadan et de profiter de cette période de jeûne sec pendant 12 à 15 heures, dans certains cas ou même plus, pour vraiment détoxifier le corps, détoxifier l'organisme, réduire la graisse abdominale, réduire les risques de maladies cardiovasculaires. Et ça se fait à condition de ne pas surconsommer au moment de la rupture du jeûne. Quel régime conseillez-vous aux diabétiques et autres personnes qui ont parfois des problèmes alimentaires ou bien des problèmes d'équilibre de vitamines dans l'organisme? D'abord, commençons par les diabétiques. Que doivent manger les diabétiques en période de Ramadan? Alors déjà, c'est très important pour tous ceux qui nous écoutent, et pour les diabétiques qui nous écoutent, d'entendre qu'il faut absolument demander l'avis de son médecin, de son diabétologue ou du médecin qui vous suit si vous êtes diabétique, oui, et de lui demander si vous pouvez jeûner ou pas. Parce que un diabète, il est très déconseillé de jeûner alors qu'on a un diabète déséquilibré, c'est-à-dire que le taux de sucre n'est pas stable, n'est pas normal. Les diabétiques qui peuvent jeûner, en général, sont les diabétiques qui ont vraiment un diabète très équilibré, le taux de sucre est normal, ce sont les personnes qui mangent équilibré, qui ont une activité physique régulière, et donc qui peuvent jeûner. Donc il faut demander l'avis du médecin. Une fois qu'on a l'approbation du médecin, il faut savoir que le diabétique doit manger équilibré, tout comme une personne qui n'est pas diabétique. Par contre, je souligne qu'il est très important, pour tout le monde d'ailleurs, mais encore plus pour un diabétique, de prendre le petit déjeuner avant l'aube. Ce repas-là, c'est le petit déjeuner. On va y avoir une boisson chaude ou en tout cas de l'eau. Et on conseille qu'il y ait l'équivalent à peu près de 2 verres d'eau, soit sous forme de boisson chaude, soit sous forme d'eau tout simplement. Et d'avoir un produit céréalier dans ce repas. Donc ça peut être une bouillie de céréales, une bouillie de mil, de maïs ou de riz, ou alors du pain tout simplement. Et surtout, autre élément très important de ce repas, c'est un fruit. Ça, c'est important pour le diabétique parce que ça fera en sorte que son taux de sucre ne sera pas trop élevé à la rupture du jeûne. Parce que là, ce repas lui permet de se nourrir, de donner un peu de sucre à l'organisme et de réguler le taux de sucre dès le matin. Et ensuite, à la rupture du jeûne, c'est exactement les mêmes règles que j'ai énoncées tout à l'heure qui s'appliquent pour le diabétique. Ce
Sauf que pour les diabétiques, j'insiste encore plus pour dire, mais alors là vraiment, éliminer les boissons sucrées qui ajoutent énormément de sucre à notre alimentation. Donc il faut complètement éliminer les boissons sucrées et tout autre aliment qui contient du sucre raffiné ou du sucre ajouté. Ça peut être des pâtisseries, ça peut être des biscuits, des feuilletés, etc. qui contiennent du sucre et qui peut faire monter le taux de sucre du diabétique très très haut. Et bien sûr, puisque la personne est diabétique, le taux ne redescend pas bien vite et ça peut mener à des complications pendant le mois du Ramadan. Nous remercions le docteur Binetou Seck qui nous répondait depuis Dakar au Sénégal. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos questions de vos problèmes de santé. Cette semaine, notre correspondante Gabrielle Nina a recueilli les questions auprès de nos auditeurs de Lumumbashi en RDC. Nous avons sélectionné l'une de ces questions et notre consultant, le docteur Amangenkap, y a répondu. Le docteur Amangenkap est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons en France. Bonjour docteur. Le cancer, d'où vient-il? Pourquoi les gens sont atteints du cancer? Comment cela se forme dans les corps jusqu'à tuer quelqu'un? Ce que je peux répondre à cet auditeur, c'est que les causes du cancer sont multiples. Jusqu'à présent, il demeure encore plusieurs causes des cancers qui ne sont pas encore identifiées. Mais parmi les facteurs de risque du cancer, il faut dans un premier temps noter les prédispositions génétiques, à savoir des personnes qui auront tendance à faire un cancer du fait qu'ils portent en eux des gènes qui exposent au cancer, qui prédisposent du moins au cancer. Il n'y a pas que ces causes-là. On a aussi les causes environnementales, notamment le tabagisme. On sait très bien son implication dans le cancer du sein, l'exposition à des radiations ionisantes. On a aussi le mode de vie fait d'une mauvaise alimentation qui peut parfois nous exposer à certains cancers. C'est notamment le cancer du côlon. Et ces derniers temps, on parle également des perturbateurs endocriniens. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces différentes causes, et elles sont bien nombreuses, comme je l'ai dit, vont agir sur l'organisme en transformant des cellules initialement normales en cellules anormales par le fait d'une mutation des gènes de ces cellules-là. Et deuxièmement, une fois que ces cellules normales se sont transformées en cellules anormales, on aura une stimulation de la prolifération de ces cellules devenues anormales. Et c'est ainsi qu'on finit par avoir une tumeur, une masse cancéreuse, une masse faite de cellules anormales, des cellules cancéreuses. Le conseil que je pourrais donner à cet auditeur est double. La première chose, c'est vraiment de lui demander d'éviter l'exposition à des facteurs prédisposant au cancer, notamment les facteurs environnementaux. On connaît notamment l'effet du tabagisme. Et la deuxième chose que je m'aimerais également conseiller à cet auditeur, c'est de recourir notamment au dépistage précoce. Parce que tous ces cancers, lorsqu'ils sont découverts précocement, lorsque le dépistage est fait rapidement, on arrive à les soigner. C'est le cas du cancer du sein, c'est le cas du cancer du côlon. Et lorsque le dépistage est fait tardivement, au stade avancé, ça devient plutôt problématique. Voilà ce que je pourrais répondre à cet auditeur. Merci docteur. C'est ici que prend fin Votre santé, votre avenir. Cette édition a été consacrée aux troubles digestifs et à l'alimentation pendant le jeûne du Ramadan. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le professeur Christian Zeton. Il est hépato-gastro-entérologue à l'hôpital général de Douala au Cameroun. Il nous a présenté les troubles digestifs provoqués ou accentués par le jeûne et les moyens d'y faire face. Nous avons également écouté le témoignage du docteur Binetou Seck, diététicienne, nutritionniste et fondatrice du cabinet Nutridéal à Dakar au Sénégal. Elle nous a prodigué les conseils pratiques sur les meilleures habitudes alimentaires pendant le mois du Ramadan. Notre consultant, le docteur Amangenkap, était avec nous pour répondre aux questions des auditeurs. Nous leur disons tous merci. Merci aussi à Firmin Koyaweda qui était là comme d'habitude pour nous présenter les événements qui font l'actualité santé. Merci à notre correspondante Gabrielle Nina à Lumumbashi en RDC qui a recueilli les questions des auditeurs. Aiden Outko était à la console et Georges Léonard Sagno signe la réalisation de cette édition. À la présentation, vous étiez avec Mohamed Oumfa et j'étais en compagnie de Rosine Mounezero. Restez branchés au programme de VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car
Votre santé, c'est votre avenir. À la prochaine. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.